Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur les petites vidéos d'horreur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu avant de ne plus avoir le courage de le faire. Ce soir, on retourne vers les chroniques étranges. Et le nom de cette petite histoire, c'est les ombres intérieures. La première partie se nomme les premiers signes. Un matin, alors qu'elle se réveillait, elle remarque une petite entaille sur son poignet, qu'elle ne se souvient pas d'avoir fait. Mais surtout, elle remarque quelque chose d'étrange dans la cuisine. La veille, elle avait soigneusement rangé une assiette, un verre et un couteau dans le lave-vaisselle après son dîner. Mais en entrant dans la cuisine, elle les retrouve sur le plan de travail. Elle se fige un instant. Est-ce possible que je l'ai oublié de les ranger? Elle secoue la tête et sourit nerveusement. Tu te fais des idées, Chloé. C'est le stress. Mais une petite voix en elle murmure quelque chose qui cloche. Les jours suivants, quelques incidents vinrent ébranler son quotidien. Une brosse à cheveux qu'elle a laissée dans la salle de bain la veille se retrouve mystérieusement sur la table à manger. Un livre qu'elle lit avant de dormir change de place. Elle tente de rationaliser, se disant qu'elle est fatiguée, que le travail de nuit et l'insomnie doivent la distraire. Mais chaque matin, elle se sentit un peu plus en insécurité. Un soir, épuisée par sa garde, Chloé passe au supermarché avant de rentrer. Elle offre un paquet de biscuits, du lait et un pot de miel. Elle s'offre plutôt. Elle elle range tout soigneusement dans les placards et va se coucher. Le lendemain matin, elle cherche les biscuits pour son petit déjeuner. Elle ne les trouve pas. Après une recherche minutieuse, elle les découvre vides dans la poubelle. Elle se fige. Un frisson parcourt son échine. Elle est certaine de ne pas les avoir mangés. Ce phénomène se répétait chaque jour avec la bouteille de lait, puis des fruits. Une étrange angoisse l'envahit à chaque fois qu'elle franchit le seuil de la cuisine. Elle vérifie toutes les serrures, les fenêtres. Elle s'assure que tout est bien fermé avant de partir, mais rien ne change. Sa maison lui donne de plus en plus l'impression d'être habitée par une autre présence. La partie 2, la menace. C'est alors qu'ils sont disparus, les bruits, qu'ils ont apparu plutôt. Apparus, les bruits. Des bruits si sourds qu'ils semblent venir des entrailles de la maison elle-même. La nuit, alors que le silence de la maison est total, Chloé entend un craquement au-dessus d'elle. D'abord un seul bruit, puis un autre, comme des pas légers, puis d'autres plus lourds. Lentement, elle se redresse, son cœur battant. Est-ce que le bois qui craque ou quelque chose d'autre de plus tangible? Elle reste figée, écoutant attentivement, mais tout
redevient silencieux. Elle se persuade que ce n'est rien. Peut-être un pigeon ou une chauve-souris sous les toits. Mais le bruit revient la nuit suivante, mais cette fois plus fort, comme si quelqu'un tombait lourdement au plafond. Elle se redresse sur son lit, terrifiée, osant à peine bouger. Elle attrape son téléphone et appelle Arnaud pour lui parler de ses craintes, mais il la rassure en lui disant qu'elle est épuisée, qu'elle devrait se reposer, oublier tout ça. Elle se force alors à croire que cela n'est pas le fruit de son imagination, une accumulation de fatigue et de stress. Pourtant, elle finit à nouveau par verrouiller toutes ses portes et fenêtres, espérant que cela mettra un terme à ses angoisses. Finalement, l'accumulation de ces événements finit par la pousser à bout. Après plusieurs nuits de bruit et d'objets qui se déplacent, elle décide d'appeler la police. Elle explique ses inquiétudes, sa peur que quelqu'un soit rentré chez elle, mais la police semble sceptique. Une vieille maison, dit-il, ça fait souvent du bruit. Il accepte malgré tout de venir inspecter les lieux. Les policiers passent alors le recoin de la maison au peigne fin, mais ne trouvent rien d'anormal, jusqu'à ce qu'ils trouvent une trappe au plafond, dans le couloir au premier étage. Le policier dit: Vous avez dit que cette trappe était condamnée, n'est-ce pas? Chloé, d'une voix faible et tremblante: Oui, depuis que j'ai emménagé, je l'ai jamais ouverte. Le policier force la trappe et, une fois à l'intérieur, il découvre l'horreur. Un grenier obscur, étroit, où des instruments de torture sont entreposés. Une odeur nauséabonde remplit l'air. Il découvre dans un coin de la pièce un cadavre, celui de sa meilleure amie, disparue il y a depuis 2 semaines, et un autre corps, celui de sa sœur, morte 1 mois plus tôt. La partie 3, la descente aux enfers. Chloé qui était en plein deuil sous le choc, et elle est placée en détention. Les policiers sont convaincus de sa culpabilité. À vrai dire, tout l'accuse. Ils ont découvert des objets lui appartenant, un bracelet, un livre qu'elle lisait ces derniers temps. Elle avait soi-disant disparu. Étrange pour quelqu'un qui affirme de ne pas connaître l'existence de cette pièce. Cette trappe, elle clame son innocence, mais face aux preuves qui pourraient la croire, les policiers disent de la confronter à une cellule psychiatrique. Et là, c'est un non-retour pour Chloé. Les psychiatres de la police suggèrent qu'elle pouvait souffrir de troubles de la personnalité, dus aux médicaments contre l'insomnie. C'est rare, dit-il, mais plus
pris à force de doses, cela arrive. Depuis qu'elle travaille de nuit, elle prend en effet des somnifères puissants qui pourraient altérer sa mémoire et son jugement. Selon le psychiatre, elle aurait développé une seconde personnalité, une facette sombre qui aurait commis ces actes sans qu'elle s'en souvienne. Ce sont des lourdes accusations pour une femme déjà meurtrie par ces éléments récents. La police interroge alors son meilleur ami. Bon, j'ai changé de nom. Je sais plus quel nom que j'avais donné pour celui-là, parce que j'avais changé de nom. On va dire Paul, qui affirme qu'elle serait incapable de faire des choses pareilles. Le juge n'est pas totalement convaincu par les conclusions des psychiatres. C'est pourquoi il prend la décision de ne pas la condamner tout de suite. Elle restera en détention provisoire pendant 3 semaines, le temps que les enquêteurs trouvent potentiellement une autre piste, au défaut de quoi elle sera incarcérée et en perpétuité dans un hôpital psychiatrique. Le chef de la brigade, Monsieur Gigot, décide de prendre des choses en main. Pendant 2 semaines, Monsieur Gigot et son équipe enquêtent jour et nuit. Chloé, toujours en détention provisoire, commence à sombrer peu à peu dans la folie. Elle commence à coller toutes les pièces de puzzle du peu de mémoire qui lui reste. Puis elle recherche sa tête. Puis cela devint lucide. Tous ces objets qui bougent sans raison, elle aurait donc assassiné sa propre sœur. Seule dans sa petite chambre d'incarcération, elle réfléchit. Plus elle réfléchit, plus elle pleure, plus elle angoisse. Elle ne mange plus. Elle maigrit à vue d'œil. Elle reste dans son lit et pleure sans cesse. Monsieur Gigot, particulièrement touché par la descente aux enfers de cette femme, décide de faire un dernier effort. Il ne pourra pas avoir la conscience tranquille tant qu'il n'aura pas tout fait pour tenter d'innocenter cette femme. Surtout que les détails le perturbent. Le policier avait demandé à Paul de se présenter au poste, mais il n'est pas venu de la journée. Étrange pour quelqu'un qui souhaite à tout prix innocenter son ami. La nuit venue, il décide de se rendre à la maison, en dehors de ses horaires de service. Il se gare devant la demeure, entouré de rubans, barricadé depuis 2 semaines par ses agents. Il entre, tout de suite. Un détail terrible, horrible, l'interrompt. Du sang, oui, c'est bien du sang, là, juste à l'entrée. Aussitôt, il alerte le commissariat avec sa radio, et la nuit, les traces de sang. Il monte à l'étage, les escaliers renouvelés de ce liquide rouge vif.
Tout d'un côté, il s'arme d'un pistolet et tend l'oreille. Ah! Il entendit un cri étouffé, un son faible, comme une voix désespérée venant d'en haut du grenier. Sans hésiter, il monte, prêt à affronter ce qu'il pouvait y trouver, son cœur battant à 1000 à l'heure. La partie 4. La vérité monstre. Lorsqu'il atteint le grenier, il découvre l'inimaginable. C'est lui, c'est Paul, le meilleur ami de Chloé, gisant sur le sol, et à côté de lui, un homme cagoulé, des instruments de torture à la main. Monsieur Gilles dit, les mains en l'air. L'homme cagoulé saute sur le policier, un couteau tourné en direction de son poignet, de sa poitrine. Quand soudain un bruit de détonation de pistolet. Il s'écroule. Le policier regarde, mais une étrange sensation l'envahit. Il a très froid. Il baisse alors son regard et voit son thorax euh, ensanglanté, le couteau ayant transpercé. Il tombe au sol. Il réunit ses dernières forces et rampe jusqu'à l'homme qu'il vient de tuer. Il doit savoir qui il est. Il retire sa capuche et c'est alors qu'il comprend. Quand les policiers arrivent sur place, il emmène les deux hommes aux urgences. Un seul d'entre eux a survécu, l'ex-petit ami de Chloé. Il avoue tout, consumé par la haine et la rancœur de leur séparation. Il avait planifié une vengeance implacable. La maison qu'ils avaient rénovée ensemble, il lui servait de piège idéal pour briser Chloé. Dès leur rupture, il s'était caché dans le grenier, profitant de ses absences nocturnes pour descendre, manger dans la cuisine, déplacer des objets et semer le doute. Chaque nuit, il a renforcé son empire invisible, alimentant les doutes de Chloé jusqu'à la convaincre qu'elle perdait la raison. Et ce n'était pas tout. Son plan morbide, incluait l'assassinat de sa sœur et de sa meilleure amie, tués pour infliger à Chloé une souffrance insupportable. Ces derniers mots ont été plus terrifiants. Je veux qu'elle ressente ce qu'elle m'a fait. Ressente ce que c'est d'être détruit. Je voulais qu'elle comprenne qu'elle n'avait aucun contrôle. Je veux la briser. Chloé est évidemment innocentée. Au petit matin, le policier lui ouvre la porte de sa cellule. Mais tout ce qu'il trouve fut son corps, pendu au barreau de la fenêtre à l'aide de ses draps. La fin. Cette histoire nous rappelle une fois encore que la vérité horrible ne réside pas dans
visible ni dans l'imagination, mais dans l'esprit humain, dans la haine qui peut habiter tous ceux que nous croyons connaître, dans ces silences qui peuplent les maisons, dans ces ombres qui ne sont pas ce qu'ils semblent être, et dans la folie. Chloé meurtrière a préféré mettre fin à ses jours plutôt que vivre avec l'idée que sa folie supposée ait tué ses proches, qui saisit sa propre maison pourrait dissimuler là où vous vous sentez le plus en sécurité. Prenez garde à ce qui vous entoure. Vous pourriez, vous aussi, découvrir que l'invisible est bien plus tangible qu'il n'y paraît. Personnellement, j'ai bien apprécié cette petite histoire d'horreur. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, j'ai adoré. En tout cas, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de notre petite histoire d'horreur. Et à bientôt. Et ne faites pas trop de cauchemars sur quelqu'un qui est dans le grenier et qui tue vos proches.